Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Pour ce 3e épisode, nous sommes toujours à Marbourg, en Allemagne. Vous découvrirez les conséquences dramatiques de la privatisation des graines et comment une association tente de libérer notre alimentation de la pression des lobbies agricoles. Bon alors j'ai une confession un peu honteuse à vous faire pour une écolo. En bonne citadine habituée à la vie en appartement que je n'ai jamais rien cultivé, jamais rien semé de ma vie. Mon rapport au jardinage, il se limite à faire mourir quasi systématiquement mes plantes de balcon. Repose en paix, petit ficus. Pour m'alimenter, il m'arrive, quand les astres et mon portefeuille sont alignés, d'aller faire le marché. Je sélectionne alors de bons fruits et légumes bio et locaux, en ayant la sensation de faire quelque chose de vertueux. Mais je ne vais pas vous mentir, la majorité du temps, j'ai tendance à choisir la facilité. Je vais au supermarché, je mets dans un sac en plastique des produits qui ont fait des centaines de kilomètres et subi des dizaines de traitements, et je passe en caisse. Voilà pour mon rapport souvent peu reluisant à l'alimentation. Pourtant, c'est crucial de s'intéresser au contenu de son assiette. Car dans une graine de quelques tout petits millimètres, on retrouve des enjeux écologiques, sociaux, économiques, financiers et même géopolitiques qui peuvent vraiment changer la face du monde. Il n'y a qu'à voir avec la question du blé en Ukraine. Comme ce pays est l'un des premiers producteurs et exportateurs de blé au monde, la guerre perturbe fortement ce commerce, ce qui fait bondir les prix. Pas encore convaincu ? Attendez, je vous explique. Avec mon aliénation totale à tout ce qui concerne la terre, je suis tombée des nues quand j'ai découvert à quel point le lobby de l'agrobusiness, pour être toujours plus rentable, monopolise les graines qui nous nourrissent. À quel point cela appauvrit notre alimentation et nous rend de plus en plus vulnérables face aux conséquences du dérèglement climatique. On fait face à une perte de biodiversité énorme. Il y a de moins en moins de cultures, et parmi ces cultures, de moins en moins de variétés. Or, nous sommes convaincus que nous avons besoin de cette diversité. La diversité ne doit pas seulement être préservée, elle doit aussi être développée. Et cela n'est possible que si un grand nombre de personnes, d'organisations et d'entreprises spécialisées en sélection végétale travaillent dans ce sens. Mais la privatisation des semences, elle, nous amène dans la direction opposée. De plus en plus de grandes entreprises comme Monsanto Bayer se sont mises à privatiser les semences. Elles ne les distribuent pas, elles ne les partagent pas, au contraire, elles les brevettent. Cela empêche les autres acteurs d'utiliser le matériel génétique pour faire de la sélection végétale. La production agricole devient alors de plus en plus dépendante d'une poignée d'entreprises. Résultat, le prix des semences a augmenté de manière significative. Celui que vous venez d'entendre, c'est Joan Cauchy. Son nom ne vous dit probablement rien. Pourtant, il est l'un des acteurs les plus importants au monde dans cette lutte contre l'agrobusiness. Il y a une 40aine d'années, ce chercheur allemand en développement agricole, spécialisé dans les questions de fertilité des sols, a cofondé Agricole, une association qui milite pour diffuser l'agroécologie en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, en plus de l'Europe. Une fois à la retraite, en 2012, à une époque où quasiment personne ne s'intéressait à l'indépendance des graines, il a élaboré le projet Open Source Seeds. Le principe ? Une licence pour protéger l'accès aux vivants de l'emprise des multinationales qu'il a mise en place avec un groupe d'une dizaine de spécialistes composés d'agriculteurs, de sélectionneurs de plantes, d'activistes et d'un avocat. À présent, l'ancien chercheur continue de coordonner le projet, ainsi que le GOSI, la Global Coalition of Open Source Seed Initiative, un réseau qu'il a cofondé pour réunir les acteurs des semences libres à l'échelle mondiale. Ce passionné d'agriculture vous parlera plus en détail de la licence Open Source Seeds. Mais d'abord, écoutez-le approfondir le problème en expliquant comment l'agriculture conventionnelle endommage nos écosystèmes. Juste un petit point lexique avant de commencer. Une semence, c'est une graine qui est sélectionnée pour être semée par les jardiniers et les agriculteurs. Toutes les semences sont donc des graines, mais pas forcément l'inverse. Les semences deviennent de plus en plus homogènes. Même quand une entreprise vend un grand nombre de variétés,
Elles ont une composition très similaire. C'est donc une perte de biodiversité très insidieuse. C'est un fait. La privatisation des semences nuit énormément à la biodiversité. Elle conduit à une situation de monopole. Et le monopole, avec la production, le développement et l'industrialisation à grande échelle, engendre une uniformité des semences. Et cela entrave une innovation pourtant nécessaire. Une innovation qui amène à plus de diversité génétique. Et cette diversité génétique, l'agriculture en a besoin de toute urgence pour faire face aux défis futurs, tels que l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire et la qualité de l'alimentation. Alors là, comme ça, vous ne voyez pas forcément en quoi le manque de diversité des semences nuit à la qualité et la quantité de notre alimentation, ni le rapport avec le changement climatique. Prenons l'exemple du maïs. Depuis les années 1950, les agro-industriels ne jurent que par cette céréale. Ils ont créé un maïs OGM, un organisme génétiquement modifié qui permet d'obtenir des plants de maïs identiques, en grande quantité et à moindre coût. D'un côté, les OGM permettent des rendements exceptionnels, mais de l'autre, ils rendent aussi les plantes plus fragiles. Oui, une plante peu diverse génétiquement, c'est aussi une plante plus sensible aux maladies et aux ravageurs. Alors, comme tous les plants de maïs OGM sont des clones, lorsqu'un parasite fait irruption, il se répand comme une traînée de poudre. En conséquence, les agriculteurs utilisent des pesticides, des herbicides et des fongicides pour assurer la survie de leur culture. En plus de l'impact négatif de ces produits chimiques sur la santé humaine et les écosystèmes, les parasites peuvent développer une résistance à force d'y être exposés. C'est un cercle vicieux. Et pour l'aspect écologique alors? Déjà, le maïs OGM est le plus souvent cultivé en monoculture, c'est-à-dire dans des champs emplis de maïs et rien d'autre. Or, les monocultures dégradent les sols et leur capacité de rétention de l'eau. Et pour ne rien arranger, le maïs devient mature au cœur de l'été, au moment où les chaleurs sont les plus fortes et l'approvisionnement en eau plus critique. Précisons qu'en France, il est interdit de cultiver des OGM à des fins commerciales depuis 2008. Cependant, une centaine d'OGM sont autorisés pour l'importation, la commercialisation et l'utilisation dans l'alimentation humaine et animale. Le maïs est concerné par cette autorisation, mais il y a aussi d'autres espèces végétales parmi les plus cultivées dans le monde, comme le soja, le coton et le colza. Bref, le manque de diversité génétique recherché par l'agro-industrie, dans un contexte d'agriculture intensive, nuit énormément à notre capacité à nourrir les générations futures. On dispose d'une grande diversité de paysages et de conditions de culture. Une vallée est toujours différente d'une autre, même si elle se trouve juste à côté. Et les plantes, pour grandir, doivent s'adapter à leur environnement. Ce type d'adaptation, on peut l'obtenir en sélectionnant des variétés spécifiquement adaptées à l'environnement en question. Mais que se passe-t-il si la plante n'est pas adaptée? Vous obtiendrez une perte de rendement et probablement de qualité. Mais en attendant, la population mondiale continue de croître. Et la quantité de nourriture à cultiver pour nourrir tout le monde ne peut être assurée que par des plantes qui sont optimales pour un certain environnement. Cela nécessite donc de la diversité. Il y a des climats secs, des climats humides, des inondations, des périodes de sécheresse. Tous ces paramètres entrent en jeu pour obtenir un rendement plus ou moins important. Avez-vous déjà entendu parler des graines F1 ? Non, rien à voir avec la course de Formule 1. Les F1, ce sont des graines hybrides qu'on obtient quand on fait des croisements contrôlés entre deux variétés. On sélectionne une plante dite mère et une plante dite père dont on apprécie les qualités, comme la résistance ou la couleur, et on les fait se reproduire pour obtenir une plante améliorée. Une technique très utilisée en agriculture industrielle. Le problème, c'est que contrairement aux graines traditionnelles, les hybrides F1, elles ne sont pas faites pour être ressemées. Les caractéristiques de la graine, ces qualités dont je parlais juste avant, elles ne se transmettent pas d'une génération à l'autre. Résultat, entre les hybrides F1 peu viables dans le temps et les plantes OGM sous monopole, à cause des brevets qui interdisent de ressemer, les agriculteurs et les jardiniers sont forcés de racheter chaque année de nouvelles semences. Ils ne peuvent plus prélever une partie de leur récolte pour planter celle de l'année suivante, comme le fait l'agriculture traditionnelle depuis des millénaires. De quoi les rendre ultra dépendants des multinationales. Malin le capitalisme carnassier. Tellement carnassier d'ailleurs qu'il vient dévorer jusqu'au contenu de nos assiettes. Aujourd'hui, c'est techniquement possible de développer des cultures qui ne germent plus. On déclenche un mécanisme génétique qui permet d'éviter que les gens multiplient les graines.
C'est ce qu'on appelle la technologie Terminator. Vous devez payer une redevance et vous n'êtes pas autorisé à multiplier les semences et à réaliser des croisements avec. Il y a des cas où les entreprises le font, mais ce n'est pas encore une pratique courante. Enfin, la privatisation des graines, elle pose aussi des enjeux d'appropriation culturelle. D'après une analyse du média Le Temps, des multinationales comme Bayer-Monsanto, Syngenta ou L'Oréal se sont rendues en Amérique du Sud et en Afrique. Le but de ces voyages, recueillir les secrets des chamans et autres fins connaisseurs de plantes traditionnelles. L'air de rien, les firmes se renseignent au sujet de telle ou telle plante méconnue de l'Occident, qui a des effets bénéfiques pour la santé ou l'apparence, avant de déposer un brevet dessus. Ironie du sort, les autochtones qui utilisent ces plantes depuis des temps ancestraux devront désormais s'acquitter de royalties. Un système que la militante écoféministe et écrivaine indienne Vandana Shiva qualifie de biopiraterie. Maintenant qu'on a bien cerné le problème de la privatisation des semences et de l'agriculture productiviste, quelles sont les solutions ? Faire des graines un bien commun accessible à tous, c'est l'ambition d'Open Source Seeds, le projet qu'a créé Johan Kochi, dont on vous parlait un peu plus tôt. Avec son équipe, en 2017, il a créé une licence, Semences Libres, pour protéger les semences contre les brevets ou toute forme de privatisation. Le terme Open Source, vous l'avez peut-être déjà entendu dans le domaine de l'informatique. Car un logiciel en source ouverte, c'est un programme dont on peut voir, modifier et diffuser le code. L'idée, c'est qu'il appartient à la communauté des internautes et pas uniquement à l'entreprise qui l'a développé. Eh bien, Open Source Seeds, c'est le même principe. Il s'agit de créer une sorte de commun des semences. D'accord, mais comment cette licence semences libres empêche-t-elle la privatisation des graines concrètement ? La stratégie d'Open Source Seed participe à empêcher la privatisation des semences, puisqu'elle interdit tout recours à la propriété intellectuelle. Il n'y a ni brevet, ni protection des variétés végétales d'aucune sorte. En revanche, il y a 3 règles principales à respecter. La première, c'est que tout le monde a le droit d'utiliser des semences libres de différentes manières. Il est possible de les multiplier, les planter, les développer, les distribuer, les vendre. Il n'y a qu'une seule obligation, et c'est notre règle numéro 2. Personne ne peut attacher de droit de propriété intellectuelle à la semence libre qu'il reçoit. Et la troisième et dernière règle, c'est que les règles 1 et 2, qui sont que tout le monde peut les utiliser et que personne ne peut les privatiser, sont transmises au prochain utilisateur des semences. La semence est donc transmise avec cette liberté et cette obligation aux futurs utilisateurs. C'est ce que nous appelons la loi sur le copyleft, qui confère à la semence sa nature de bien commun, qui appartient à tout le monde, et ça de façon permanente. La licence Open Source Seeds empêche donc la privatisation des graines, dont on a évoqué tous les effets néfastes au début du podcast. Mais ce n'est pas tout. Cette licence limite aussi l'utilisation d'OGM. Pour le moment, il n'existe pas de consensus clair sur les risques qu'ils présentent pour notre santé. Par contre, question environnement, comme on l'a dit plus tôt, les plantes OGM encouragent l'utilisation de produits phytosanitaires qui contaminent les sols, les nappes phréatiques et l'air. Elles peuvent également contaminer des cultures ou des insectes à proximité. Écoutez Johan Kochi nous décrire comment sa licence décourage le recours à la modification génétique. On a longuement discuté de la manière dont on pourrait protéger les semences des OGM. OGM, c'est un mot derrière lequel on retrouve différentes techniques moléculaires et biologiques. Et ces techniques, elles évoluent au fil du temps. À cause de ces progrès constants, c'est difficile de définir exactement ce qu'est un OGM. Et ce qu'on ne peut pas définir précisément, on ne peut pas l'interdire. Avec le projet Open Source Seed, on a pour objectif de limiter la présence des OGM. En fait, il faut savoir que tout le marché des OGM repose essentiellement sur une chose, les revenus que rapportent les brevets. Donc, logiquement, si on réduit l'envie des multinationales de déposer un brevet, on décourage le financement de la recherche et du développement des OGM qui coûtent très cher. Autrement dit, comme la licence Open Source Seed ne permet pas de déposer de brevets sur le développement de nouvelles plantes, de nouvelles cultures ou de nouvelles propriétés, il n'est pas possible de s'enrichir avec un quelconque brevet. Et sans revenus issus des brevets, il devient très compliqué de financer l'utilisation d'OGM. À propos des brevets, sachez qu'en Europe, on n'a pas le droit de breveter une variété. On utilise plutôt le COV, le certificat d'obtention végétale, moins restrictif que le brevet. Il permet d'améliorer la variété, de faire des expérimentations
et, selon l'espèce, de ressemer la récolte l'année suivante, moyennant une redevance. Mais attention, petite subtilité. En Europe, on peut quand même breveter le vivant. On peut breveter la technologie qui permet d'obtenir une nouvelle variété, et même le gène d'une plante sur laquelle on est intervenu. Les OGM sont donc autorisés. Et puis, comme expliqué plus tôt, on tolère tout à fait d'importer des graines brevetées, depuis le marché américain notamment. C'est pour ça que des multinationales comme Monsanto Bayer, Corteva et Syngenta monopolisent quand même le marché français et européen de la semence. À côté de ça, la licence Open Source Seeds s'adresse à tout le monde, aux sélectionneurs de plantes organiques, aux institutions de recherche et aux amateurs. Mais comment fait-on pour l'obtenir ? Notre licence a été créée par l'association agricole, mais la licence elle-même est libre de droit, donc tout le monde peut l'utiliser. Elle n'est pas seulement destinée à notre usage ou à celui des personnes qui nous approchent et nous disent « on a une variété et on aimerait la placer sous licence open source ». Elle concerne tout le monde. On n'est donc pas exclusif dans notre effort pour sécuriser les semences avec une licence open source. Notre licence peut également être utilisée par d'autres fournisseurs de licences. Elle peut même être copiée et modifiée tant qu'elle est conforme aux règles que j'ai listées juste avant. Céréales, tomates, poivres. À ce jour, la licence Open Source Seeds a protégé environ 120 variétés. Le chercheur nous présente quelques sachets de ces graines libres. Au dos de l'emballage, on retrouve un rappel des 3 règles. Après avoir beaucoup parlé théorie, c'était agréable d'enfin tenir ces graines entre nos mains. Mais on avait envie d'aller encore plus loin dans le concret, en allant à la rencontre d'agriculteurs qui choisissent ces semences pour leur culture. Nous débarquons à la ferme de Peter Seeley, située à une dizaine de kilomètres de Marbourg. Entre les allées de fleurs locales et les pépinières, on y pratique une agriculture supportée par la communauté. C'est un modèle économique particulier dans lequel des habitants cofinancent, en fonction de leurs revenus, les coûts liés à la ferme. En échange, ils reçoivent régulièrement des paniers de produits frais et diversifiés issus des récoltes. Une façon de partager en communauté les risques financiers de l'agriculture et de permettre à tout le monde, quel que soit son revenu, d'accéder à de la nourriture de qualité. Pour nous, c'est très important que les semences soient accessibles à tous, que tout le monde puisse obtenir des graines pour cultiver ses légumes et sans brevet. Teresa, une agricultrice de 27 ans, nous fait traverser un champ de salade d'hiver en direction des cultures d'artichauts pour lesquelles elle envisage de solliciter la licence Open Source Seeds. Ici, on cultive beaucoup de plantes et on crée différentes variétés, comme des tomates ou des artichauts. On n'a aucune envie de dépendre des grandes entreprises qui possèdent les graines, qui les commercialisent en masse et qui nous obligent à les racheter chaque année. Ce passage à la ferme sociale de Peter Seeley nous a beaucoup appris, en plus de maculer nos vêtements de boue. Il nous a démontré comment la licence Open Source Seeds, qui peut paraître un peu complexe de prime abord, car très axée sur le droit, permet de soutenir concrètement des modèles d'agriculture locale, raisonnés et adaptés au dérèglement climatique. Après avoir appris tout ça, moi et Kelly étions extrêmement choqués. Choqués par les conséquences de la privatisation des graines sur l'humain et la nature, mais aussi choqués par notre ignorance avant ce reportage. Choqués d'avoir acheté et consommé pendant des années des produits issus de graines qui menacent la sécurité alimentaire, les écosystèmes et rendent de plus en plus dépendants les agriculteurs. Ce sont des connaissances, des enjeux dont les gens ne sont pas conscients. La plupart ne s'intéressent pas suffisamment à la nourriture, ignorent d'où elle vient, ce qui est nécessaire pour la produire. Pourtant, tout le monde devrait se sentir concerné par les semences et interagir avec. Cela peut se faire à très petite échelle, dans un pot, sur un balcon, sur le rebord d'une fenêtre. Faire pousser une plante, c'est un acte important. Les semences sont existentielles. Elles sont la base de notre vie, la base de notre alimentation et en fin de compte, la base de l'existence tout court. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert que les graines qui nous nourrissent soulèvent des questions existentielles. À quel point il est crucial de s'intéresser à qui produit et comment la graine qui engendre le fruit, le légume ou la céréale que l'on déguste, pour ensuite changer nos modes de consommation. Car derrière une assiette, il y a tout un modèle de société. Il y a des enjeux de pouvoir et d'accaparement du vivant qui mettent en danger la capacité de l'humanité à se nourrir actuellement, mais aussi dans un futur de plus en plus menacé par le dérèglement climatique. Dans le prochain épisode, on vous expliquera comment devenir ambassadeur du soleil. Oui, rien que ça. En attendant, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si celui-ci vous a plu,
Je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi le recommander à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.